Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Auto-entrepreneur, les clés pour bien démarrer. Je me présente, je m'appelle Nabine Toudalmassi et je suis conseillère offre de services à l'URSSAF de Normandie et je suis accompagnée de Fabrice Le Baïf qui est également conseiller offre de services à l'URSSAF de Normandie. Alors l'objectif du webinaire, c'est de vous donner toutes les spécificités du statut d'auto-entrepreneur et vous donner les clés pour bien démarrer, les bonnes pratiques pour bien démarrer votre activité. Donc on va être ensemble à peu près pour 1 heure. Surtout ne pas noter ce qu'il y a sur le webinaire puisque il est enregistré et vous aurez accès au replay avec le lien de connexion pour le webinaire. Donc, surtout, ne pas hésiter à nous faire un retour sur le webinaire à la fin, puisqu'on enrichit le contenu au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction que vous aurez à la fin, et ça vous permettra d'accéder en plus au support. Voilà, donc on va pouvoir débuter et je vais vous présenter le sommaire. Alors, donc dans la première partie, je vais vous présenter brièvement le rôle et les missions de l'URSSAF. Et ensuite, on va aborder les conditions et les principes du statut auto-entrepreneur. Ensuite, on va faire un point sur le montant des cotisations. On va bien sûr évoquer l'ACRE. On va voir aussi comment embaucher facilement un salarié grâce au service thèse. Et on fera un point rapide sur votre protection sociale en tant qu'auto-entrepreneur. Et enfin, comment sortir du statut auto-entrepreneur. Je vais laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter les points qu'il va aborder dans la deuxième partie. Bonjour à tous. Donc, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr ainsi que l'application mobile qui vous seront nécessaires pour déclarer et payer vos cotisations en dématérialisé et ainsi que pour gérer votre auto-entreprise au quotidien. Alors, qui sommes-nous? À quoi sert l'URSSAF? Donc l'URSSAF, il collecte actuellement les cotisations sociales auprès de 25 millions de salariés et presque 10 millions d'employeurs, donc que ce soit du secteur public ou des secteurs privés. Et on encaisse des cotisations pour tout type d'entrepreneurs, toutes catégories confondues. Donc les artisans, les commerçants, les professions libérales, les professionnels de santé, les auto-entrepreneurs et aussi les particuliers employeurs. Donc les offres vont peut-être vous parler, le chèque emploi-service ou le page emploi. Donc ces cotisations, elles sont récoltées par l'URSSAF et elles servent ensuite à la redistribution aux organismes en fait, qui assurent notre protection sociale. Donc on redistribue principalement donc, à l'assurance maladie, l'assurance retraite, la caisse d'allocation familiale et l'assurance chômage. Donc maintenant, on va voir les conditions du statut et les principes généraux pour être auto-entrepreneur. Donc, on a d'abord la condition du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, ça représente en fait le total de vos ventes ou de vos prestations. Et en principe, en fait, ce chiffre d'affaires, il correspond au total des factures que vous aurez encaissées sur une période concernée. Ce sont vos recettes. Donc, attention, vous ne devez déclarer que les sommes réellement encaissées. Vous ne devez pas inclure le montant des factures qui sont non encaissées dans votre chiffre d'affaires. Donc là, au niveau des seuils, donc on est à 176 200 € pour une activité de vente de marchandises, objets ou denrées alimentaires, y compris les meublés de tourisme. Et pour la prestation de service, on est à 72 600 €, donc que ce soit de la prestation de service commerciale, artisanale ou libérale. Donc, en dessous, vous avez un petit exemple parce qu'en fait, les seuils de chiffre d'affaires, ils sont proratisés en fonction du nombre de jours d'activité. Donc, la première année, si vous ne débutez pas au 1er janvier, les seuils dont on vient de parler, ils sont proratisés. Là, vous avez un exemple. Donc, dans l'exemple 333, c'est le nombre de jours d'affiliation sur l'année. Donc, on va prendre le plafond des 72 600 € pour la prestation de service. On multiplie par 333 jours dans l'année et on le divise par les 365 jours et on obtient le plafond proratisé. Donc, concernant les plafonds pour les personnes qui cumuleront d'autres activités. Donc là, on ne parle pas d'activités salariées externes à l'URSSAF, on parle bien du cumul d'activités sur l'auto-entreprise. Donc, si l'activité principale et secondaire, elle relève du même seuil, donc les seuils ne se cumulent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais de la vente de marchandises plus de la prestation de service, on ne peut pas additionner les 176 200 € plus les 72 600 €. Et si l'activité principale et secondaire, elle ne relève pas du même seuil,
on garde quand même les seuils respectifs par rapport à la nature de l'activité. Donc, si je fais de la vente de marchandises et de la prestation de services, le chiffre d'affaires global, il ne doit pas dépasser au total 176 200 €, dont 72 600 € de chiffre d'affaires afférent aux prestations de services. Donc, il y a un cas particulier pour les personnes qui exercent une profession libérale réglementée en auto-entrepreneur. Donc, le seuil à ne pas dépasser, il va rester sur 72 600 € que vous cumuliez une activité ou non. Ça, c'est vraiment la spécificité uniquement pour les personnes qui exercent une profession libérale réglementée. De toute façon, par rapport au plafond dont on vient de parler, la perte du régime de la micro-entreprise, il s'applique que si vous dépassez pendant 2 années consécutives ces plafonds. Ça veut dire que la première année, si vous faites un dépassement et que l'année suivante, vous ne faites pas de dépassement, vous restez dans le dispositif auto-entrepreneur. C'est vraiment 2 années d'affilée. Si vous dépassez le plafond, vous sortez du dispositif. On va parler maintenant des cas particuliers, puisque le statut d'auto-entrepreneur, il est incompatible avec certaines activités. Donc là, c'est listé. On a les personnes qui ont des activités rattachées à la MSA. Donc, c'est soit vous êtes affilié à la MSA, soit affilié à l'URSSAF, mais vous ne pouvez pas être affilié aux deux. Les professions libérales réglementées qui ne relèvent pas de la caisse de retraite de la CIPAV. Donc ça, pour les personnes qui se posent la question, vous pouvez vérifier sur le site de la CIPAV quelles activités sont concernées. Les activités qui relèvent de la TVA immobilière sont incompatibles aussi avec le statut d'auto-entrepreneur. Toutes les activités artistiques qui relèvent de la maison des artistes ou de l'association AGESA, donc c'est principalement les artistes-auteurs, donc on ne peut pas confondre en fait le statut d'artiste-auteur et auto-entrepreneur. Les activités de dirigeant majoritaire d'une entreprise sont incompatibles également avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, quand vous êtes dirigeant d'une SARL, vous êtes gérant majoritaire et que vous avez une auto-entreprise à côté, c'est votre mandat de gérant majoritaire qui va prioriser et du coup, vous n'allez pas être affilié en tant qu'auto-entrepreneur. Et bien sûr, le cumul avec une activité de travailleur indépendant non salarié déjà immatriculé, relevant de la sécurité sociale des indépendants. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez actuellement une entreprise individuelle qui est au réel et que vous vous inscrivez en tant qu'auto-entrepreneur, ça ne va pas fonctionner non plus. Il faut soit être totalement auto-entrepreneur, soit vous relever du régime réel en totalité. Donc les conditions pour être auto-entrepreneur. Donc quand on est auto-entrepreneur, on dit qu'on est sous un régime micro-social et micro-fiscal. Donc, le calcul et le paiement des cotisations, il se fait assez simplement puisqu'on applique un taux global au chiffre d'affaires pour bénéficier d'une couverture sociale. Par contre, vous ne pouvez faire aucune déduction de charges du chiffre d'affaires. Donc, toutes les dépenses professionnelles, donc les emprunts, achats de matières premières, loyer, assurance, etc., toutes les charges ne peuvent pas être déduites du chiffre d'affaires, donc elles restent à votre charge. Donc, il faut bien mesurer. Pour les personnes qui ont énormément de charges, il faut bien mesurer si c'est avantageux pour vous ou non d'opter pour le statut d'auto-entrepreneur. Concernant le compte bancaire, donc on conseille vivement d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Par contre, ce n'est pas obligatoire dès lors que votre chiffre d'affaires n'a pas dépassé les 10 000 € annuels pendant 2 années consécutives. Donc, vous pouvez tout à fait conserver votre compte bancaire actuel ou avoir un compte courant à côté, mais ce n'est pas obligatoire, c'est à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Et c'est pareil, le compte bancaire dédié n'est pas forcément un compte professionnel. Vous devez aussi relever d'un dispositif de médiation. Donc, si vous avez des clients particuliers, on vous demande de choisir un médiateur de la consommation. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une alternative à l'action judiciaire qui est souvent longue et coûteuse. Donc, si litige il y avait avec un de vos clients, le fait d'avoir choisi un médiateur de la consommation à l'avance, ça vous permet de communiquer le nom et les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont vous relevez. Et ça va être inscrit de manière visible et lisible sur tous vos supports, donc que ce soit site internet, sur vos conditions générales de vente, sur vos bons de commande ou bien sur tout autre moyen approprié si vous n'avez pas les supports que j'ai cités au préalable.
Donc, pour le médiateur de la consommation, vous avez le petit lien là sur la slide. Ne pas hésiter à consulter le lien puisque le médiateur de la consommation, il dépend aussi de votre activité. Donc, ne pas hésiter à aller sur le lien pour pouvoir vous inscrire et pouvoir donner les coordonnées du médiateur de la consommation sur vos supports. Concernant l'assurance, donc l'assurance de responsabilité civile et professionnelle. Donc, il y a certaines activités qui imposent d'être couvertes par un contrat d'assurance professionnelle. Donc, on vous a mis en exemple la garantie décennale pour les métiers du bâtiment, mais ce ne sont pas les seuls qui sont soumis à la souscription d'un contrat d'assurance professionnelle. Donc, que ce soit votre cas ou pas, concernant l'obligation, on vous conseille de souscrire à un contrat d'assurance avant le début de votre activité. Vous avez donc le lien BPI France qui vous donne toutes les indications sur l'activité, par rapport à votre activité, savoir si c'est réglementé ou non concernant l'assurance. Donc là, il faut savoir que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, elle peut prendre en charge l'indemnisation de tiers en cas d'accident. Donc ça peut être tout type de cause, donc une erreur, une faute, une imprudence, par exemple un de vos salariés ou de vos sous-traitants qui a fait de la casse pour vos locaux, si votre animal, par exemple, a fait des dégâts ou pour votre matériel professionnel. Donc, l'assurance responsabilité civile professionnelle, c'est à partir de 100 € par an. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande fortement de souscrire à une assurance responsabilité civile, puisqu'elle va pouvoir vous couvrir sur des éventuels sinistres à partir de 100 € par an. Et en plus de ça, le fait d'avoir une assurance, ça peut être aussi un crédit pour vous en tant qu'auto-entrepreneur, puisque la référence de l'assurance, vous pouvez la mentionner dans vos factures ou vos bons de commande. Donc là, on va parler de la TVA. Donc, quand on est auto-entrepreneur, à l'origine, on est en franchise de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne facture pas de TVA quand on est auto-entrepreneur. Donc, quand on s'inscrit, donc on est en franchise de TVA jusqu'à hauteur de 85 800 € pour une activité de vente et 34 400 € pour une activité de prestation de service. Donc, quand on est en franchise de TVA, donc on ne facture pas de TVA au client et on doit mettre la mention TVA non applicable sur les factures. Et effectivement, donc on ne fait pas de déduction ni de récupération de TVA, que ce soit auprès des fournisseurs ou auprès des clients. Donc là, la TVA, en fait, elle n'est pas proratisée. En cas de dépassement de seuil, il y a deux traitements. Donc, pendant 2 années consécutives, le chiffre d'affaires, s'il est compris entre 85 800 € et 94 300 € pour une activité de vente, on applique la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivante. Pour la prestation de service, si vous dépassez le plafond de franchise de TVA, mais que vous restez dans le plafond entre 34 400 € et 36 500 €, c'est pareil. On va appliquer la TVA qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Par contre, si vous dépassez ces seuils de tolérance, donc les seuils de tolérance, c'est 94 300 € pour la vente de marchandises et 36 500 € pour une activité de prestation de service. Donc, si vous dépassez ces seuils de tolérance, il faut faire attention puisque la TVA, à ce moment-là, elle va s'appliquer au 1er jour du mois du dépassement. Donc là, en dessous, on vous précise bien que les seuils de TVA, ils ne sont pas comme les seuils pour rester dans le statut d'auto-entrepreneur. On ne proratise pas ces seuils-là. Donc, par exemple, si vous êtes affilié au 30 juin, le seuil de TVA pour une activité de vente de marchandises, il va être à 85 800 €. On ne proratise pas. Donc, quand vous dépassez ces seuils de franchise de TVA, qu'est-ce qui se passe? Donc, en cas de perte de la franchise de TVA, donc vous devez commencer à facturer. Donc, avant de commencer à facturer, vous devez vous mettre en relation avec le service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Vous allez demander un numéro de TVA intracommunautaire et vous allez demander le taux de TVA qui est applicable puisque ce n'est pas le même en fonction de la nature de votre activité, ni du secteur. Donc, une fois que vous avez pris contact avec le service des impôts des entreprises, que vous avez votre numéro de TVA et que vous avez votre taux de TVA. Donc, sur vos factures, vous pouvez mentionner le montant hors taxe et le montant TTC. Donc, la différence entre le montant TTC et le montant hors taxe, c'est la TVA et ça s'appelle la TVA collectée, puisque c'est la TVA que je collecte auprès de mes clients. Pour la partie déductible,
Lorsque je fais des achats auprès d'un fournisseur, je dois déduire la TVA à mes fournisseurs, de la TVA que j'ai collectée auprès de mes clients. Et là, j'obtiens la TVA à payer. Donc, vous avez un petit schéma à droite qui représente un petit peu comment fonctionne la TVA. Donc, je récolte de la TVA du côté de mes clients et je facture, et mes fournisseurs me facturent de la TVA. Donc, je prends toute la TVA que j'ai récoltée auprès de mes clients, j'enlève toute la TVA que j'ai déjà payée auprès de mes fournisseurs et ça me donne le solde de TVA que je vais devoir à l'État. Donc, pour déclarer la TVA, tout se passe au niveau des impôts. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous vous mettez en relation avec le service des impôts des entreprises, il vous explique comment la reverser et à quelle fréquence. Vous avez deux méthodes au choix, le régime simplifié d'imposition ou le régime réel normal. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez le lien en dessous qui vous dirige vers ImpôtsGouv concernant la TVA. Concernant les factures, donc, vous avez l'obligation d'émettre une facture au client en fonction de chaque situation. Donc, par exemple, pour la vente de marchandises, l'émission de la facture, elle est obligatoire dans des cas particuliers. Donc, déjà à la demande du client, bien évidemment, pour toutes les ventes à distance et aussi pour les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. Donc, une livraison dite intracommunautaire, en fait, ça désigne une livraison de services ou de marchandises, ou bien les deux, à un client qui est basé dans un autre pays de l'Union européenne, qui, lui, est donc exonéré de TVA. Donc, dans les autres cas, vous remettez généralement un ticket de caisse à l'acheteur dans le cadre d'une vente de marchandises. Pour la prestation de service, donc serait réalisée pour les particuliers, donc on vous demande d'établir obligatoirement une facture, donc encore une fois à la demande de votre client, à partir du moment où votre prestation est supérieure à 25 € et pour certains travaux immobiliers. Donc concernant la facturation, vous avez le lien BPI France sur lequel vous avez tous les principes de la facturation. Et voilà, si vous avez des questions sur la facture en fonction de votre activité, si vous avez des doutes sur la facturation, ne pas hésiter à consulter donc l'article BPI France qui est très bien structuré à ce sujet. On va parler maintenant de vos cotisations sociales. Donc avant de les évoquer, on va évoquer l'ACRE. Donc, l'ACRE qui est l'aide à la création ou la reprise d'une entreprise. Donc, c'est à ne pas confondre avec l'ARS qui est versé par Pôle emploi. Donc là, c'est bien l'ACRE, c'est une aide à la création qui vous permet en fait de payer des cotisations moins importantes la première année. C'est un taux d'exonération de 50% jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui du début d'activité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la première année, enfin presque pendant un an, vous avez des taux de cotisation qui sont réduits à 50%. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, donc déjà, vous devez télécharger le formulaire en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, rubrique « Demandez l'ACRE ». Donc, vous téléchargez le formulaire, vous le remplissez, vous joignez le justificatif en fonction de la situation que vous avez en fonction de la situation qui vous concernera. Donc, par exemple, les cas les plus fréquents, qu'est-ce qu'on a en cas les plus fréquents pour l'attribution de l'ACRE? On va avoir le demandeur d'emploi indemnisé, le demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit à Pôle emploi au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires de l'ASS ou du RSA, les personnes entre 18 ans et moins de 26 ans, et les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées. Donc, de toute façon, tous les critères de l'ACRE, ils figurent dans l'article qui est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Là, vous avez le lien de téléchargement du formulaire, vous avez la liste des cas pour l'obtention de l'ACRE. Donc, comment ça fonctionne l'ACRE? Donc, quand vous avez l'ACRE qui est accepté, en fait, on prend votre date de début d'activité, on va jusqu'à la fin du trimestre civil en cours et ensuite, on vous prolonge l'ACRE encore pendant 3 trimestres d'affilée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je commence mon activité au 1er février 2022. Donc, je vais jusqu'à la fin du trimestre civil en cours, donc 31 mars 2022.
Et ensuite, l'ACRE m'est attribué encore pendant 3 trimestres civils. Donc, ça veut dire que j'ai commencé le 1er février, je vais jusqu'au 31 mars 2022, fin du trimestre civil, et ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc jusqu'au 31 décembre 2022, j'obtiendrai l'ACRE pour un début d'activité au 1er février 2022. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous souhaitez obtenir l'ACRE pendant 1 an, pour une année complète, le mieux c'est de s'inscrire en fait au premier jour d'un trimestre civil. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, vous devez répondre à au moins un critère d'éligibilité, donc je vous les ai donnés tout à l'heure. Donc la demande, elle est à formuler en ligne et en même temps que vos formalités d'immatriculation. Donc on vous dit au plus tard dans les 45 jours à partir du dépôt de la déclaration. Donc là, le délai des 45 jours n'est plus effectif. Par contre, on vous conseille quand même de remplir le formulaire de l'ACRE dès lors que vous faites les formalités d'immatriculation, parce qu'il est, en fait, c'est assez récurrent d'oublier, après qu'on ait ouvert son auto-entreprise, d'oublier de remplir le formulaire de l'ACRE. Donc le mieux, c'est de faire toutes les formalités en même temps, et la formalité d'immatriculation, et le formulaire de l'ACRE. Donc pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, il ne faut pas avoir bénéficié de cette aide depuis 3 ans. Donc là, c'est pour les personnes qui ont déjà été auto-entrepreneurs ou ou alors travailleurs indépendants, mais qui ont obtenu l'ACRE. Pour les personnes qui ont déjà eu l'ACRE, il y a une période de carence. Donc, on situe la période de carence de 3 ans entre la fin de votre précédente exonération et le premier jour de la date de création de votre entreprise. C'est pareil, pour pouvoir obtenir l'ACRE, vous ne devez pas être en situation de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation. Là encore, on va vous demander, il va y avoir un délai de carence. Donc, par exemple, j'avais une entreprise de décoration d'intérieur. J'ai arrêté mon activité au 31 décembre 2019. Donc, pour pouvoir m'inscrire sur une autre activité, enfin sur la même activité et pouvoir redemander l'ACRE, on vous demande en fait de respecter la fin de l'année civile en cours plus une année civile complète. Donc, si j'ai arrêté le 31 décembre 2019, vous pouvez compter donc toute l'année 2020 et au 1er janvier 2021, vous pourrez faire une demande d'ACRE. Sachant que, bien sûr, vous ne devez pas être en situation de reprise d'activité, mais les 2 critères se cumulent, les 2 derniers critères se cumulent. Non seulement on doit attendre l'année en cours plus une année civile complète pour la reprise d'une même activité, mais en plus de ça, on va vérifier si vous n'avez pas eu sur votre dernière activité l'ACRE depuis 3 ans. Les 2 critères, ils se cumulent bien. L'option pour le versement libératoire de l'impôt. Alors, donc, quand vous êtes auto-entrepreneur, donc on l'a dit, vos cotisations sociales, elles sont forfaitaires. C'est un forfait qui s'applique pour vos cotisations de protection sociale. On vous propose aussi d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un petit peu comme un acompte que vous versez mensuellement ou trimestriellement, hein, selon votre périodicité. Et donc, ça vous permet de faire un acompte sur votre impôt sur le revenu relatif à votre activité. Donc, pendant votre adhésion, donc si vous avez rempli votre formulaire d'immatriculation et que vous n'avez pas sélectionné l'option pour le versement libératoire de l'impôt, vous avez le choix de pouvoir revenir sur cette décision pendant les 3 premiers mois qui suivent votre début d'activité. Si vous dépassez les 3 premiers mois, pour opter pour le versement libératoire ou bien retirer cette option, vous pouvez demander donc à bénéficier ou sortir du dispositif du versement libératoire une fois par an, avant la date butoir, pour un effet au 1er janvier de l'année qui suit. Donc le versement libératoire, donc il est calculé, donc c'est un taux qui est appliqué sur votre chiffre d'affaires et c'est un taux qui diffère aussi en fonction de la nature de votre activité. Si vous faites de la vente de marchandises ou de la prestation de services, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale, vous n'allez pas avoir le même taux du versement libératoire. Donc c'est pareil, il y a des critères pour que l'option soit valable. Là, par exemple, pour les personnes qui sont affiliées en 2022, on va vous demander de ne pas dépasser le revenu fiscal de référence de 25 710 € pour une part de quotient familial. De toute façon, si vous souhaitez opter pour le versement libératoire, l'impôt sur le revenu que vous payez au cours de l'année à l'URSSAF, il est définitif.
Donc, c'est-à-dire que si vous payez le versement libératoire pendant une année complète et que lors de votre déclaration de revenus, vous n'êtes pas imposable, tout ce que vous aurez versé comme un compte de versement libératoire à l'URSSAF, il ne vous sera pas remboursé par les impôts. Donc, on vous demande, donc, avant de choisir ou non cette option, de réaliser des simulations, puisqu'il y a des simulateurs qui sont disponibles sur le site ImpôtGouv pour savoir en fait si cette option est adaptée ou pas à votre situation personnelle. Donc c'est pareil, si jamais vous avez des questions, ne pas hésiter à vous mettre en relation avec le service des impôts des entreprises. Donc là, vous avez le tableau des cotisations sociales, donc les montants forfaitaires. Donc vous avez dans la première colonne les taux avec l'ACRE. Vous avez le taux de croisière, le régime de croisière dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, vous avez les taux qui sont appliqués pour le versement libératoire en fonction de la nature de votre activité. Donc, par exemple, vous êtes en vente de marchandises et vous avez obtenu l'ACRE. Vous payez 6,4% de charges pendant 9 à 12 mois selon votre date d'affiliation. Une fois que vous avez pu l'ACRE, vous payez 12,8% et votre taux de versement libératoire de l'impôt, il va être de 1%. Donc, les taux qui sont présentés ici, ils incluent toutes les cotisations et contributions sociales qui sont relatives à votre protection sociale obligatoire. Donc, vous payez dans ce taux la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité décès, vous payez pour les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire et la CSG-CRDS. Donc, à ces taux de cotisation sociale vient s'ajouter la contribution à la formation professionnelle. Donc, le taux de contribution à la formation professionnelle, lui, il dépend du groupe auquel vous serez rattaché. Donc, pour les personnes qui ont une activité commerciale et pour les professions libérales qui sont non réglementées, le taux de contribution à la formation professionnelle, il est de 0,10%. Pour les artisans, donc le taux de contribution à la formation professionnelle, il est de 0,30%. Et pour les professions libérales réglementées, le taux est de 0,20%. Donc, comment fonctionne la contribution à la formation professionnelle? Donc, au moment de votre affiliation, par rapport au code APE qui va vous être attribué, donc le code de l'activité principale exercée, on va vous rattacher à un centre de formation. Donc, pour les commerçants et les professions libérales non réglementées, le fonds s'appelle la GEFIS. Pour les artisans, le fonds s'appelle le FAFCA. Et pour les professions libérales réglementées, c'est le FIFPL. Donc, cette contribution, vous la payez à l'URSSAF et l'URSSAF reverse votre contribution auprès de ces trois organismes. Si jamais vous êtes amené à vouloir faire une formation, vous allez devoir télécharger donc, votre attestation de contribution à la formation professionnelle sur lequel sera précisé le montant de votre contribution annuelle et le nom du centre de formation auquel on a reversé cette cotisation. Donc, tout le monde a le droit à la contribution, enfin à la formation professionnelle. Il y a une exception. Donc, un auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires est de 0 € sur 12 mois consécutifs, bien sûr, ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ces dépenses de formation, puisque quand vous avez 0 € de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation minimale et donc 0 € qui sont reversés auprès des organismes de formation. Donc, en contrepartie de la contribution à la formation professionnelle à laquelle vous êtes soumis, en fait, vous pouvez bénéficier du financement total ou partiel de vos formations. Et cette contribution, elle alimente également votre compte personnel de formation. Et elle vous ouvre les droits en plus auprès du fonds d'assurance de formation, donc les trois fonds que je vous ai cités tout à l'heure par rapport au groupe auquel vous serez rattaché. Il existe aussi des taxes pour les frais de chambre consulaire. Donc ça concerne les auto-entrepreneurs qui sont affiliés à la Chambre de commerce ou à la Chambre des métiers. Donc c'est un taux qui est variable en fonction de la nature de votre activité et en fonction de la chambre consulaire à laquelle vous êtes rattaché. Donc les auto-entrepreneurs, ils sont exonérés des taxes pour frais de chambre consulaire l'année de création d'activité et sinon, quand vous n'êtes pas en année de création d'activité, si votre chiffre d'affaires annuel il est inférieur ou égal à 5 000 €, vous êtes exonéré des taxes de frais de chambre de commerce ou des frais de la chambre des métiers. Donc tous les taux qui vous sont présentés, bien évidemment, ce ne sera pas à vous de les calculer. Hein.
Vous verrez dans la deuxième partie comment se déroule la déclaration du chiffre d'affaires. Mais voilà, on vous présente les taux et ce ne sera pas à vous de les calculer. Donc ça s'appliquera automatiquement. Ce ne sera pas à vous de calculer si votre chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 5 000 €. Vos déclarations seront paramétrées. Donc, on va parler de la cotisation foncière des entreprises. Donc, il faut faire attention parce que c'est le même sigle, CFE. Donc, c'est cotisation foncière des entreprises, à ne pas confondre avec le CFE, Centre de formalité des entreprises. Donc, la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, elle est appelée par les impôts. Donc, le montant de cette taxe, il varie en fonction du lieu d'implantation de votre auto-entreprise et de la valeur locative de votre local professionnel. Donc, il faut savoir que les auto-entrepreneurs qui n'ont pas de locaux, ils sont quand même soumis à la cotisation foncière des entreprises. C'est pas forcément parce que vous n'avez pas de local professionnel que vous serez forcément exonéré de la cotisation foncière des entreprises. Donc, pour une entreprise créée en 2022, la cotisation foncière des entreprises, elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires et les auto-entrepreneurs sont exonérés l'année de création d'activité et aussi si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 5 000 €. Vous retrouverez toutes les tranches et les critères d'exonération temporaire ou permanente sur le site ImpôtsGouv, puisqu'il existe beaucoup de critères d'exonération, notamment par rapport à l'adresse d'activité. Si vous êtes dans des zones de quartier prioritaire, vous pouvez être éligible aux critères d'exonération. Dans tous les cas, vous allez recevoir votre cotisation foncière des entreprises et c'est à vous de vous manifester auprès du service des impôts si jamais vous remplissez un des critères d'exonération. Donc tout à l'heure, on a vu que les auto-entrepreneurs ne devaient pas déduire de charges, c'est-à-dire qu'aucune charge n'était déductible du chiffre d'affaires. Par contre, il existe une exception que je vais vous présenter. Donc, le seul cas de frais déductibles que je vais vous présenter, ça concerne les frais de débours. Donc, c'est les frais de transport, hébergement, restauration. Donc, c'est des frais que vous engagerez en tant qu'auto-entrepreneur, mais pour le compte de vos clients. Donc, vous devrez effectuer une facture au nom de votre client et ne pas dégager de marge, puisque sinon, ça rentre dans le chiffre d'affaires. Et si vous dégagez une marge, on considère que vous n'avez pas fait d'avance de frais. Alors que si vraiment vous avancez les frais et que c'est votre client qui vous rembourse, on considère que c'est juste une avance de frais. Et quand c'est considéré comme des frais de débours, ils ne sont pas à intégrer dans le chiffre d'affaires. Par contre, c'est très réglementé. Donc, je vais vous présenter les 6 étapes de frais de débours. Je vais vous donner un exemple aussi pour que ce soit plus parlant. Donc, vous devez respecter 6 étapes. Donc, si vous voulez déduire des frais de débours, il vous faut d'abord un accord écrit du client qui récapitule la demande d'achat et le budget alloué lors de l'achat. Ensuite, vous devrez facturer au nom de votre client pour que le remboursement puisse avoir lieu. Vous devez ensuite conserver une preuve d'achat que vous remettrez à votre client et l'autre, vous la conservez pour vous en cas de contrôle. Ensuite, donc, vous séparez bien les frais de débours et la prestation de service sur la facture que vous remettez à votre client pour que ce soit transparent. Et lors de votre déclaration de chiffre d'affaires, vous intégrez seulement à déclarer donc la prestation de service sans les frais que vous avez avancés. Par contre, sur votre livre comptable ou alors sur l'application de comptabilité que vous utilisez, vous devez bien indiquer vos frais de débours pour garder une comptabilité claire. Donc là, je vais vous donner un exemple d'utilisation. Donc, Valentine, elle est propriétaire d'une chambre d'hôte et elle propose également une prestation de traiteur sur demande. Donc, on va dire que le traiteur s'appelle Gourmet Presta. Donc, Clémence, la cliente, elle réserve un séjour d'une nuit avec en supplément un repas pour 2. Donc, pour l'arrivée de Clémence, Valentine, la propriétaire, elle commande donc 2 repas à Gourmet Presta. Et donc, Valentine, la propriétaire, signe un accord écrit avec sa cliente Clémence, indiquant la demande d'achat, donc bien préciser 2 repas et le budget. Donc, Valentine, elle commande donc les repas et demande une facture à Gourmet Presta au nom de sa cliente Clémence. Donc, Valentine, elle paye 2 repas à 100 € pour avancer sa cliente. Une fois que le séjour il est effectué, la propriétaire, elle va remettre à sa cliente une facture qui mentionne distinctement la prestation, donc une nuit à 200 €,
les frais de débours, donc les 2 repas pour une valeur totale de 100 €, et en plus de la facture, elle va remettre aussi une preuve de l'achat à sa cliente. Comme ça, Clémence, elle paye 300 €. Donc, dans les 300 €, on a 200 € de prestations donc pour la nuit et 100 € de repas. Mais Valentine, la propriétaire, elle va déclarer que les 200 € lors de sa déclaration de chiffre d'affaires, puisque comme ici, c'est considéré comme une avance et des frais de débours, les 100 € de repas, ils sont considérés comme de l'avance de frais. Donc là, c'est le seul cas dans lequel vous pouvez déduire de votre chiffre d'affaires. Donc pour les chauffeurs VTC et les livreurs qui fonctionnent avec des plateformes, donc les plateformes, elles perçoivent une commission qui correspond donc à une prestation globale, donc de mise en relation, mise à disposition, une application et l'encaissement du montant de la course. Donc ces frais, ils ne sont pas du tout considérés comme des frais de débours. Donc les personnes qui exercent une activité de chauffeur VTC ou livreur, vous devez déclarer la totalité de la course facturée au client dans votre chiffre d'affaires. Et c'est pareil pour le financement participatif, donc tout ce qui est don, que ce soit pourboire ou autre versement, si on vous donne plus que ce que vous aviez demandé, c'est pareil, on vous demande de les déclarer dans votre chiffre d'affaires. En fait, tout ce qui est encaissement ou décaissement doit avoir une traçabilité. Vous ne pouvez pas avoir des sommes qui rentrent pour le compte de votre activité sans que ce soit justifié. Vous devez tout déclarer ou alors considérer ça en frais déductibles. Mais ça doit être clair si jamais vous avez un contrôle. Donc là, on va parler de la rémunération en chèque emploi service universel préfinancé. Donc, le CESU préfinancé, en fait, c'est comme des chèques déjeuner ou des chèques cadoc. En fait, les particuliers, ils peuvent avoir des chèques CESU préfinancés, soit via leur employeur ou par des organismes de prestations sociales, par exemple pour les retraités. Donc, ils reçoivent un carnet chez eux, donc un carnet millésimé, comme les tickets resto, avec une date de validité. Et les particuliers peuvent payer des prestations de service à la personne avec ces titres CESU. Donc, pour pouvoir, en tant qu'auto-entrepreneur, pouvoir encaisser des chèques CESU préfinancés. Donc, vous avez des conditions. Donc, votre activité, elle doit relever du secteur du service à la personne. Et c'est pareil, cette activité de service à la personne, vous devez l'exercer exclusivement. Vous ne pouvez pas faire d'autres types d'activités que du service à la personne. Vous devez proposer uniquement des prestations à des particuliers, puisque le chèque emploi-service universel, il n'est pas compatible avec des entreprises. Pour pouvoir le faire, vous devez aussi avoir effectué une déclaration d'activité ou bien une demande d'agrément pour les publics fragiles ou vulnérables, donc auprès de la DRITS, donc anciennement la Directe, sur le portail Nova. Donc vous avez le lien qui est sur la slide. Donc si vous souhaitez, vous devez donc obligatoirement faire une déclaration d'activité ou une demande d'agrément. Et bien sûr, vous devez être affilié au centre de remboursement du chèque emploi-service universel. Vous avez également le lien pour accéder au site du centre de remboursement. Et donc, on ne peut pas mixer. Donc, la prestation, elle doit être payée en CESU préfinancé. Vous ne pouvez pas mixer avec du CESU déclaratif, puisque le CESU déclaratif, c'est uniquement pour les particuliers. Donc, sont concernés par les services à la personne, vous avez les entretiens de la maison, travaux ménagers, la garde d'enfants, soutien scolaire, tout ce qui est préparation de repas à domicile ou soins et promenades d'animaux domestiques. Ça va être principalement les activités de service à la personne, mais ne pas hésiter à vous rendre aussi sur le site du service à la personne.gouv pour savoir si votre activité entre bien dans cette catégorie. Donc, on va parler de l'action sociale. Donc, le service d'action sociale, donc il existe un service d'action sociale au sein de l'URSSAF qui vous accompagne en cas de difficultés ponctuelles d'ordre personnel ou professionnel. Si vous souhaitez solliciter l'action sociale, vous avez la possibilité d'accéder au formulaire donc, sur le site www.secu-indépendant.fr. Et en fonction de la nature de votre difficulté, vous allez trouver les différents formulaires à télécharger et à retourner depuis votre espace personnel pour que le service d'action sociale puisse traiter votre demande.
Donc, le service d'action sociale, il traite vos demandes de manière anonyme. Hein, donc, vous remplissez le dossier. Il est présenté de manière anonyme auprès d'une commission d'action sanitaire et sociale. Et votre situation est évaluée lors de ces commissions. Ensuite, vous recevez une notification de prise en charge totale, partielle ou alors de refus. Mais voilà, il faut savoir que peu importe votre difficulté, ce n'est pas parce que vous avez eu un premier refus que la prochaine fois ce sera un refus aussi. On regarde la situation au cas par cas et bien sûr, il faut qu'on ait le sentiment aussi que vous avez fait le nécessaire pour essayer en fait de vous en sortir. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui fait une demande d'action sociale de prise en charge de cotisation, on va déjà vérifier s'il a bien effectué toutes ses déclarations de chiffre d'affaires, si tous les encaissements, si le compte est régulier, et après, on va vérifier d'abord, on va vous proposer un délai de paiement. Si le délai de paiement ne suffit pas, effectivement, on va pouvoir passer à l'action sociale. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être systématique, mais vraiment, en cas de difficulté ponctuelle ou d'ordre personnel, on peut faire appel à l'action sociale. Donc en 2020, ce qu'on a beaucoup fait, c'est suite à la crise sanitaire, les personnes qui avaient une activité en tout cas pas assez ancienne et qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité, le service d'action sociale de l'URSSAF a fait des règlements auprès des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants pour les indemniser durant cette période-là. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les informations sur www.secu-indépendant.fr. Vous avez tous les types d'aides qui sont présentés et vous avez tous les formulaires qui sont à votre disposition. Donc là, c'est un petit point de vigilance pour les auto-entrepreneurs par rapport au risque de requalification de la prestation en salariat. Donc, vous êtes auto-entrepreneur, donc votre statut, il est juridiquement encadré. Vous devez bien faire attention qu'il n'existe aucun lien de subordination entre vous et la personne qui emploie vos services. Donc là, vous avez un tableau comparatif entre ce qu'on considère comme du salariat et ce qu'on considère comme de l'entrepreneuriat. Donc là, à gauche, vous avez le salarié qui a un contrat de travail et qui a un lien de subordination avec l'entreprise rémunératrice. Et en plus de ça, le salarié doit obligatoirement respecter les directives de l'employeur. Donc, un auto-entrepreneur ne doit absolument pas rentrer dans ces conditions. On parle d'un contrat de mission ou d'entreprise. C'est pareil, vous n'avez pas de lien de subordination avec l'entreprise rémunératrice. On va parler de prestation de service et vous exercez de manière complètement autonome, en toute indépendance. Donc, quelques conseils pour éviter que votre activité soit requalifiée. Donc, ne pas fixer d'horaire de travail fixe, mais plutôt privilégier des dates limites pour l'exécution de votre prestation. Éviter aussi de facturer les mêmes prestations tous les mois à la même personne pour ne pas assimiler ça à de la rémunération et donc à un salaire. C'est pareil, l'entreprise rémunératrice, elle doit vous laisser une certaine liberté en minimisant les contrôles et les sanctions. Et vous devez négocier vos prestations commerciales plutôt que de les imposer unilatéralement. Et donc aussi, pour l'auto-entrepreneur, on essaye d'éviter de n'avoir qu'un seul client ou alors de travailler dans une entreprise pour laquelle on a déjà été salarié et pour laquelle on exerce la même activité. Parce que là, ça va être un petit peu litigieux. Donc, dans tous les cas, voilà, la requalification de la prestation en salariat, de toute façon, ce n'est pas une punition. Encore une fois, l'URSSAF, il est là surtout pour protéger les salariés. Donc, si on voit un auto-entrepreneur à toutes les conditions d'un salarié, mais qu'il est auto-entrepreneur, on peut se donner le droit de requalifier votre prestation en salariat. Concernant le contrôle, on va parler de la notion d'entraide familiale. Donc, l'entraide familiale, en fait, ce n'est pas juridiquement encadré. Donc, l'entraide familiale, c'est quand quelqu'un de notre famille vient nous porter assistance dans le cadre de notre activité. Donc, l'intervention de cette personne, elle doit être nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée. Donc, c'est pareil, les critères que vous voyez, ils doivent se cumuler. Donc, on tolère l'entraide familiale pour le conjoint, les ascendants
et les descendants. Le cousin, le beau-frère, la cousine, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, la présence de cette personne, elle doit être exceptionnelle et non prévisible. Et là encore, c'est à l'appréciation du contrôleur de considérer si oui ou non c'est exceptionnel ou non prévisible. Exemple, j'ai un magasin de vêtements. Tous les mardis, je sais qu'à 6 heures, il y a une livraison de vêtements. Je sais 2 jours avant qu'exceptionnellement, le livreur ne va pas arriver à 6 heures, mais à 8 heures. On va considérer que c'est prévisible, puisqu'en fait, si vous savez 2 jours avant que la livraison ne va pas se faire à la bonne heure, vous avez tout le temps pour faire une DUE, donc une déclaration unique d'embauche, pour pouvoir prendre un salarié pour cette période-là, si jamais vous n'êtes pas disponible. Et c'est pareil, sa présence, elle doit être exceptionnelle. Si jamais le contrôleur s'aperçoit que cette personne revient régulièrement dans l'entreprise, il peut considérer que ce n'est pas de l'entraide, mais du salariat. Et c'est pareil, à partir du moment où vous avez besoin de l'entraide familiale pour la bonne marge de l'entreprise, c'est que vous devez commencer à embaucher. Donc, bien faire attention à cette notion d'entraide, puisqu'encore une fois, ce n'est pas encadré juridiquement, et encore une fois, c'est à l'appréciation du contrôleur de considérer si c'est de l'entraide ou non. Donc, on vous les présente là pour que vous le sachiez, mais on ne vous garantit rien. C'est à l'appréciation de la personne qui vient vous contrôler. En parlant d'embauche, si jamais vous avez besoin d'embaucher un salarié, vous avez la possibilité, donc si vous ne souhaitez pas passer par un gestionnaire de paye, vous avez une offre de service gratuite qui vous est proposée par l'URSSAF et qui s'appelle le TES. Donc c'est un dispositif gratuit. Donc si jamais vous voulez vous inscrire sur le TES, vous avez le lien en dessous, donc www.letes.ursaf.fr. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, hein, si jamais vous souhaitez embaucher, puisque le temps d'affiliation du compte TES, c'est à peu près 3 semaines à 1 mois. Vous pouvez vous inscrire sur le compte TES, ça ne veut pas forcément dire que vous allez payer des cotisations tout de suite. Tant que vous n'avez pas déclaré de salarié, vous ne générez pas de création de compte employeur. Donc, une fois que votre compte TES il est ouvert, on vous demande de remplir le formulaire, donc le volet social de votre salarié, dans lequel va figurer donc son nom, prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, la date d'embauche, le taux horaire, enfin voilà, tous les critères qui sont remplis dans le contrat de travail. Et avec ce formulaire-là, le service du TES vous génère un contrat de travail. C'est pareil, à la suite de ça, vous allez générer la création d'un compte employeur et ensuite, tous les mois, il faudra revenir sur le service du TES pour déclarer la rémunération brute de votre salarié. Quand vous aurez déclaré cette rémunération brute, le paiement des cotisations salariales et patronales, il se fait de manière automatique par télépaiement et ensuite, on vous génère le bulletin de paye que vous devrez redonner à votre salarié. C'est un système qui est assez bien rodé et qui est totalement gratuit. Et donc, en contrepartie, le Centre national TES donc, calcule automatiquement les cotisations et les contributions de protection sociale obligatoires. Donc, il établit les bulletins de salaire, comme je vous l'ai dit, et on met à votre disposition, dans votre espace, toutes les déclarations de fin d'année. Donc, vous avez là, par exemple, les attestations fiscales, les attestations de primes d'inflation. Voilà, vous allez avoir tout ça dans votre espace et votre espace va être alimenté aussi en fonction du rythme des déclarations. Donc, si vous souhaitez simuler le coût de l'embauche, vous avez le lien également sur mon-entreprise.fr. Donc, ne pas hésiter à utiliser ce simulateur. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil de mon-entreprise.fr, il faut cliquer sur « Accéder au simulateur salarié ». Et vous pourrez simuler le coût de l'embauche en saisissant un salaire brut ou net. On va vous détailler le montant de vos cotisations patronales, détailler le montant des contributions salariales et on va vous dire combien va vous coûter cette embauche en tout. Et vous allez même avoir la simulation du bulletin de paye. Donc, si jamais vous voulez embaucher mais vous ne savez pas combien ça coûte, utilisez le simulateur sur mon-entreprise.fr. Concernant votre protection sociale,
Donc, pour les artisans, commerçants et professions libérales non réglementées, au niveau de la santé, vous restez à la CPAM, donc à l'assurance maladie pour tout. Les prestations maladie en nature et les indemnités journalières. C'est pareil pour tout ce qui est congé maternité, paternité et invalidité décès. La CPAM, en fait, reste votre interlocuteur unique pour la santé. Concernant la retraite, c'est géré maintenant par la CARSAT depuis 2020. Donc, les régimes sont alignés. Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est, pour tous les auto-entrepreneurs, vous cotisez à la retraite et votre retraite dépend de la CARSAT, tout comme les salariés du privé. Concernant les allocations familiales, ce n'est pas parce que vous êtes auto-entrepreneur ou parce que vous êtes indépendant que vous n'avez plus droit à vos prestations sociales. Donc, ne pas hésiter à bien faire le point sur vos droits, parce qu'en fait, vos interlocuteurs ne changent pas. Vous restez à la CPAM, à la CARSAT, et vous avez toujours droit à vos prestations d'allocation familiale. Concernant les professions libérales réglementées, donc la santé est bien gérée par la CPAM. En revanche, la retraite, elle est gérée par des régimes de retraite spécifiques. Donc, en fonction de la nature de votre activité, vous allez être affilié à un régime de retraite. Donc, on avait tout à l'heure, on parlait de la CIPAV. On va avoir une caisse de retraite par régime spécial. Donc là, pour les auto-entrepreneurs, on vous a mis à jour les trimestres 2022 pour pouvoir valider votre trimestre 2022. Donc, c'est plus comme avant. En fait, les auto-entrepreneurs, aujourd'hui, ils sont bien alignés avec les salariés. Donc, les salariés, aujourd'hui, ils ont un salaire à valider pour pouvoir valider un trimestre. Et bien, les auto-entrepreneurs, c'est exactement le même chiffre que les salariés. La seule chose, c'est que l'auto-entrepreneur, en fait, déclare un chiffre d'affaires. Et donc, la validation de trimestre, pour savoir où vous en êtes, il faut prendre votre chiffre d'affaires et appliquer un abattement fiscal forfaitaire pour pouvoir avoir le revenu net pris en compte pour la validation de vos trimestres. Donc, l'abattement forfaitaire, il est différent en fonction de la nature de votre activité. Donc, pour la vente de marchandises, l'abattement forfaitaire, il est à 71%. L'abattement forfaitaire pour la prestation de services BIC, il est de 50%. Et pour toutes les prestations de services libérales, que ce soit réglementé ou non, l'abattement fiscal est de 34%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en vente de marchandises, je déclare 100 € de chiffre d'affaires. Comment savoir si je valide un trimestre? Eh bien, je prends les 100 € de chiffre d'affaires et comme je fais de la vente de marchandises, je sais que mon abattement fiscal est de 71%. Donc, je prends mon chiffre d'affaires de 100 € et j'enlève 71%. Donc, il va me rester 29 € de revenus nets à prendre en compte pour la validation de mes trimestres. De toute façon, si jamais vous avez des questions sur l'abattement fiscal, vous avez le lien entreprendre.servicepublic.fr. On reprend chaque abattement fiscal en fonction de la nature de votre activité et on vous explique comment ça fonctionne pour la retraite. Donc là, dans le tableau, vous avez les montants pour pouvoir valider des trimestres. Donc, pour savoir si vous êtes bien aligné avec les salariés, par exemple, je vais prendre la première ligne, vente de marchandises, pour valider 4 trimestres, c'est 21 872 € de chiffre d'affaires annuel. Parce qu'en fait, on va prendre 21 872 €, on va enlever 71% et ça va nous donner le chiffre pris en compte pour la validation de trimestre. De toute façon, si jamais vous avez des questions sur la validation de trimestre, à droite, vous avez le numéro de l'assurance retraite au 3960 ou sinon, vous pouvez consulter le site l'assurance-retraite.fr. Pour terminer, donc je vais vous parler de la sortie du dispositif. Vous avez 2 types de sortie du régime. Soit vous sortez volontairement du régime, donc vous basculez dans un régime de droit commun de travailleurs indépendants. Donc par exemple, quand vous optez pour un régime réel d'imposition, plutôt qu'un régime micro. Donc, vous pouvez faire la demande à l'URSSAF au plus tard le 31 décembre de l'année en cours pour une application au 1er janvier de l'année suivante. Ou alors, vous sortez du dispositif suite à une cessation d'activité. Donc, pour une cessation d'activité, on vous demande d'établir un formulaire de déclaration de cessation d'activité auprès de votre centre de formalité. Donc, votre centre de formalité est l'URSSAF pour une profession libérale, la Chambre des commerces pour une activité commerciale et la Chambre des métiers pour une activité artisanale.
Vous avez aussi, en deuxième option, la sortie du dispositif obligatoire. Donc là, on vous bascule dans un régime de droit commun, soit en cas de dépassement de seuil, soit en cas de déclaration d'une activité hors champ d'application. Donc ça, les activités hors champ d'application, je vous les ai présentées tout à l'heure, où on fait ce qui s'appelle une radiation d'office au bout de 2 ans, ou alors 24 déclarations d'affilée de chiffre d'affaires à zéro. Donc ça, c'est une radiation d'office qui est effectuée, puisque si pendant 24 mois, vous n'avez pas effectué de chiffre d'affaires, on peut considérer que vous n'exercez plus. Donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant les conséquences de la sortie du régime auto-entrepreneur, donc surtout quand vous basculez sur un régime réel d'imposition, c'est pareil, il faut contacter le service des impôts des entreprises. Donc, ça va être tout pour cette première partie. Donc, avant de passer la parole à Fabrice pour la deuxième partie, je voulais savoir s'il y avait des questions. Oui, j'ai quelques questions. Alors, pour un déplacement en clientèle, j'achète des billets de train et je réserve une chambre d'hôtel que le client me rembourse sur présentation de justificatif. Ces frais sont-ils déductibles du chiffre d'affaires? Non. Les frais ne sont pas déductibles. Pour les frais de débours, il faut bien respecter toutes les étapes. Et à ce moment-là, plutôt que vous d'avancer les frais, par exemple, du train, à ce moment-là, privilégiez une prestation où directement l'organisme de formation vous paye après les frais de transport. Comme ça, ça vous évite d'encaisser l'argent pour le train et ça vous évite de devoir les intégrer dans votre chiffre d'affaires. Ensuite, si sur un site comme Le Bon Coin, je vends un objet 20 €, je reçois 20 € sur mon compte, le client paye 25 € au site avec le port et la protection. Combien dois-je déclarer? 20 ou 25? Alors là, dans ce cas, comme vous encaissez uniquement 20 €, il faut déclarer le montant que vous avez encaissé. D'accord. Et une dernière, peut-on prendre des stagiaires en tant qu'auto-entrepreneur, notamment si on exerce à domicile? Alors, vous pouvez prendre des stagiaires en tant qu'auto-entrepreneur, mais de toute façon, en fait, ce n'est pas à la compétence de l'URSSAF savoir si vous pouvez prendre un stagiaire ou pas. Quand vous prenez un stagiaire, déjà, il y a une convention de stage et il y a des critères à respecter. Donc, vous pouvez prendre un stagiaire, effectivement, il faut juste être dans la légalité et bien vérifier si votre convention est bien effectuée. À partir du moment où vous avez un stagiaire, de toute façon, cette personne doit figurer sur le registre unique du personnel qu'on vous demande de tenir à jour. Et même si cette personne n'est pas rémunérée, elle doit être déclarée en tant que stagiaire, pas forcément en tant que salarié, mais vous pouvez tout à fait prendre des stagiaires. Bon, mais écoute, je te remercie, Nabintou. Je vous en prie. Merci pour votre écoute et je vais passer la parole maintenant à Fabrice. Donc, nous allons... excusez-moi. Donc, nous allons parler de la dématérialisation de vos déclarations de chiffre d'affaires et aussi des paiements, donc, qui sont une obligation. Donc, les déclarations et les paiements dématérialisés. Donc, il faut savoir que c'est une obligation. Donc, la déclaration de chiffre d'affaires, elle doit être effectuée mensuellement ou trimestriellement. Alors, si vous bénéficiez du Pôle emploi, je vous conseille de faire vos déclarations mensuelles, puisqu'on va vous demander vos déclarations mensuelles. Pôle emploi va vous les demander pour vous payer vos allocations si vous en avez. Donc, à défaut de déclaration, vous êtes susceptible d'avoir des pénalités de 52 € pour 2021. C'est le même montant pour 2022. Donc, aucune déclaration au format papier n'est acceptée par l'URSSAF. Vous devez donc les effectuer sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr que l'on va voir juste après, ou alors sur l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF, que l'on verra plus tard. Donc, le site de l'auto-entrepreneur, une fois que vous êtes connecté dessus, on va vous demander donc de vous inscrire. Donc, vous allez cliquer sur la rubrique Mon compte
Et donc, une fois que vous êtes sur la rubrique Mon compte, on va vous demander votre numéro SIRET et votre numéro NNI, numéro de sécurité sociale. Donc, les 13 chiffres plus la clé. Une fois que vous aurez rempli dans Je n'ai pas encore de compte ces 2 éléments, vous faites continuer. Et là, à ce moment-là, votre SIRET et votre numéro de sécurité sociale n'est pas rempli, on va vous demander vos informations personnelles. Donc votre nom, votre prénom, et aussi votre adresse au courriel et votre numéro de téléphone. Donc vous remplissez tous les champs, de toute façon c'est les champs obligatoires, et une fois que vous avez validé le formulaire, donc vous recevez un courriel. On va vous demander donc dans un premier temps de valider votre adresse courriel, et en cliquant sur valider votre adresse courriel, vous allez arriver sur le site où vous allez pouvoir personnaliser et créer un mot de passe. Donc le mot de passe, il faut au moins 10 caractères avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Tout est indiqué sur le site, et après on va vous demander de le confirmer. Une fois que vous l'aurez confirmé, vous l'enregistrez, on va vous préciser que le mot de passe a été enregistré. À ce moment-là, votre inscription est faite pour le site autoentrepreneur.rsa.fr, et il ne vous reste plus qu'à vous reconnecter. Donc quand vous allez sur le site, là vous n'allez plus sur « Je n'ai pas encore de compte », mais « J'ai déjà un compte ». Vous mettez votre numéro de sécurité sociale, mais là sur 13 chiffres sans la clé, et vous enregistrez le mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Donc là, sur votre tableau de bord, vous avez plusieurs parties. Vous avez votre nom en haut à droite. On vous dit bonjour. Et vous avez plusieurs rubriques. Donc, la rubrique déclarer payer, mes paiements, mon compte, mes documents, ma messagerie et mes demandes en cours. Quand vous vous connectez, vous avez le fil d'actualité. Donc le fil d'actualité, vous avez votre dernière connexion qui est enregistrée, et on vous précise si vous avez un message. Si vous avez un nouveau message, si vous avez envoyé une demande et que ça vous a répondu, on vous précise que vous avez un nouveau message. Donc ça, c'est vraiment le fil d'actualité. Ensuite, on va voir la rubrique « Déclarer payer ». Donc là, c'est là où vous allez pouvoir faire vos déclarations. Donc, pour faire la déclaration, donc, si vous avez une déclaration en attente, vous avez un petit rond avec le nombre de déclarations. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous êtes en début d'activité, vous allez avoir peut-être plusieurs déclarations qui sont en cours. Et ce qui est important, c'est que vous avez donc le délai de 90 jours quand vous commencez. Donc, si vous êtes mensuel, si vous avez commencé un début d'activité en janvier 2022, la première déclaration donc, de janvier sera éligible, donc vous aurez à faire au 31 mai, avec celle de février, mars et avril. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 4 déclarations en cours. Si vous êtes trimestriel, vous en aurez que 2. Si vous avez commencé en janvier, votre première déclaration donc, du premier trimestre 2022 est exigible avec celle du deuxième trimestre, soit au 31 juillet. Alors, la précision, c'est que les déclarations sont disponibles le jour qui suit la période de référence. Donc là, la période de référence de janvier, si on est sur janvier, la période de référence janvier, la déclaration, elle est disponible à compter du 1er février. Si vous êtes en début d'activité, elle est exigible effectivement au 31 mai, mais elle sera disponible dès le jour qui suit le mois. Là, par exemple, pour le mois de mars, vous n'avez pas encore accès à votre déclaration de mars. Vous aurez accès à la déclaration de mars à compter de demain, donc le 1er avril. Vous avez un calendrier des échéances. Donc là, c'est un calendrier qui est personnalisé. Donc si vous êtes en début d'activité, vous verrez que vos déclarations sont exigibles à telle date et aussi dès qu'elles sont disponibles. Donc ça, c'est personnalisable. Pour déclarer les cotisations, donc quand vous allez sur mon échéance en cours, vous avez toutes les déclarations
qui sont disponibles et pour lesquels vous n'avez pas encore effectué de déclaration. Donc, si vous voyez un petit rond rouge avec une croix blanche, ça veut dire que la déclaration et ou le paiement n'ont pas encore été faits. Vous avez l'éligibilité donc de la déclaration. Donc, on vous dit que la déclaration elle est à faire avant telle date, midi, et il vous faut cliquer donc sous la déclaration en cours ou les déclarations si on a plusieurs. Une fois que vous avez cliqué dessus, donc là, on va vous demander de mettre votre chiffre d'affaires, donc soit de prestations sociales, soit de vente de marchandises, ou autres prestations, mais ça, les autres prestations, c'est pour les professions libérales. Donc, si vous êtes artisan commerçant et que vous avez des prestations sociales, il faut vraiment que vous alliez dans prestations sociales, artisanales et commerciales. Donc, une fois que vous avez mis votre chiffre d'affaires dans l'une des deux cases, si vous en avez aussi la vente de marchandises, vous pouvez mixer et mettre le montant de la vente et des prestations. Vous faites suivant. Et là, à ce moment-là, on va vous calculer les cotisations et on vous met les taux pour lesquels vous êtes éligible. Et après, on vous demande de confirmer. J'attire votre attention, c'est si vous bénéficiez de l'ACRE, vous allez demander l'ACRE, vérifiez bien que sur votre déclaration, le montant des cotisations, l'ACRE est bien positionné. Donc, si vous êtes en prestation de service, l'ACRE, c'est 11%. Si vous avez 22%, avant de valider la déclaration, contactez-nous. Parce que ça veut dire que l'ACRE n'a pas été remonté sur votre déclaration. Et là, à ce moment-là, il faut que les services interviennent sur la déclaration pour positionner l'ACRE, pour qu'au moins, quand vous allez valider votre déclaration, vous validiez votre déclaration avec les bons taux. Si vous avez demandé également le versement libératoire et vous voyez qu'il n'est pas positionné, là, vous nous contactez aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Au lieu de valider une déclaration qui est fausse, contactez-nous. Donc, si la déclaration est bonne, si les taux sont bons, vous validez votre déclaration. On vous demande, si vous êtes sûr de vouloir valider la déclaration, et une fois que vous avez vraiment validé, vous pouvez télécharger vos justificatifs. Donc, le justificatif, après, il est au format PDF, vous pouvez l'enregistrer sur votre PC ou sur votre portable, votre smartphone, si vous avez l'application. Et vous pourrez de toute façon les retrouver après, dans la rubrique « Mes documents ». Là, on a validé la déclaration. Pour valider le paiement, là, il faut vraiment faire une autre option. Il faut cliquer sur « Payer via Soda ». Et là, vous avez la possibilité de payer soit par carte bancaire ou soit par télépaiement. Pour les premières fois, si vous n'avez pas encore enregistré de coordonnées bancaires, on va vous proposer soit de valider un mandat pour faire du télépaiement, soit de payer par carte bancaire. Si vous validez un mandat, vous pourrez faire du télépaiement, mais vous ne pourrez plus utiliser la carte bancaire. Vous enregistrez vos coordonnées bancaires pour effectuer du télépaiement. Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes bancaires, si vous le souhaitez. Et après, une fois que vous avez validé la déclaration, on vous propose donc de payer via ce mandat. Vous cliquez sur « Payer via ce mandat » et là, à ce moment-là, le paiement sera enregistré. Si vous n'avez pas enregistré vos coordonnées bancaires et validé le mandat, vous allez pouvoir payer par carte bancaire. Donc, c'est un paiement comme tous les paiements par carte bancaire, comme les sites marchands. Une fois que vous avez validé votre paiement, vous pouvez voir que les ronds rouges avec la croix blanche ont disparu. Et là, on vous précise que la déclaration et le paiement ont bien été enregistrés. Vous pouvez modifier la déclaration et le paiement jusqu'au jour de l'échéance, donc midi. Alors, ça, on vous le précise. J'attire aussi là votre attention. Vérifiez bien que le paiement a bien été enregistré. Vous pouvez avoir loupé ou zappé le bouton « Payer via ce mandat ». Donc, il faut vraiment s'assurer que la déclaration et le paiement sont bien enregistrés. Vous pouvez aussi enregistrer donc des déclarations à néant. C'est obligatoire. Même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires,
vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires pendant 2-3 mois, il faut quand même nous valider une déclaration à néant. De toute façon, après, si vous souhaitez une attestation, que ce soit de CFP ou de vigilance, si nous manque des déclarations, vous ne pourrez pas les avoir. Vous ne pourrez pas avoir ces attestations-là. Donc là, il faut vraiment, même si vous avez zéro, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, il faut valider à néant. Donc là, c'est simple. Une fois vous cliquez sur la déclaration que vous voulez faire, vous laissez à zéro les cases, vous faites suivant, on vous précise, est-ce que vous êtes sûr de vouloir valider une déclaration à néant? Vous faites oui, et là, la déclaration est à néant, et vous pouvez également télécharger le justificatif. Là, on était sur les déclarations donc en cours. Donc, que ce soit en période de croisière, où là, vous n'aurez qu'une déclaration, ou en début d'activité, où là, vous pouvez avoir jusqu'à 4 déclarations. Vous pouvez avoir des déclarations à régulariser. Vous avez oublié de faire vos déclarations cet été, vous revenez au mois de septembre, vous vous apercevez que vous avez juillet et août qui est à régulariser. Donc là, c'est des déclarations qui sont dites en retard, et ils apparaissent dans mes échéances à régulariser. Vous cliquez sur mes échéances à régulariser, et là, vous allez pouvoir valider les déclarations qui sont proposées. Si vous n'avez aucune déclaration à régulariser, bon, bah là, la rubrique sera vide. Vous avez aussi, dans Déclarer payer, une rubrique qui s'appelle « Consulter mes documents ». Alors, cette rubrique, elle est reprise aussi dans la rubrique « Mes documents ». Donc, dans mes documents, vous avez mes déclarations. Et là, vous avez les déclarations qui ont été extraites. Alors, attention, si les déclarations qui sont en cours n'apparaissent pas. Donc, si vous êtes en début d'activité, vous avez commencé au mois de février. Donc, les déclarations de février, mars et avril sont à faire avec celles du mois de mai au 30 juin. Elles n'apparaîtront pas ici, même si vous avez fait février et qu'on est au mois d'avril. La déclaration n'apparaîtra pas dans la rubrique « Mes déclarations de mes documents ». Vous pourrez télécharger le justificatif dans mes échéances en cours, mais là, c'est vraiment les échéances qui sont extraites. Donc, vous pouvez télécharger les justificatifs par période, et vous pouvez aussi choisir les années. C'est les années civiles, donc vous pouvez choisir 2021, 2022, et si vous avez commencé en 2023, vous pourrez revenir sur 2021 ou 2022. Donc là, c'est vraiment la rubrique « Mes déclarations ». Vous avez également une autre rubrique, c'est « Mes attestations ». Donc là, on vous propose toutes les attestations que vous avez déjà demandées ou qui ont été générées. Si vous n'en avez pas généré ou si vous voulez une attestation, par exemple de vigilance récente de moins de 3 mois, vous pourrez la demander. Donc, vous sélectionnez l'attestation que vous voulez, soit l'attestation de vigilance, l'attestation donc de contribution à la formation professionnelle, l'attestation fiscale, donc ça, ce sera en début d'année pour les impôts, ou l'attestation de chiffre d'affaires en cours. Donc là, vous avez tous les chiffres d'affaires. Si vous la demandez au mois de juin, vous aurez les déclarations de chiffre d'affaires de janvier à mai. Donc là, on va arriver sur la rubrique « Mes versements ». Donc, dans « Mes versements », dans la rubrique « Mes paiements », vous avez tous vos versements. Soit ils ont été faits par carte bancaire ou prélèvement bancaire. Vous pouvez même effectuer le virement si vous le souhaitez. Donc là, vous allez pouvoir aussi également choisir une année. Vous pouvez également voir votre solde. Donc là, on voit vraiment, si vous pouvez voir si vous avez un débit ou si vous avez un crédit. Et vous avez aussi la rubrique « Mes délais de paiement ». Donc là, vous pouvez demander un délai de paiement en ligne via votre messagerie si vous avez des soucis de paiement pour un mois ou un trimestre donné. Le technicien va réceptionner votre demande de délai, va l'accepter, va vous mettre à disposition donc l'échéancier sur votre rubrique « Mes délais de paiement ».
mais vous ne pourrez pas le régler en ligne. Donc, soit vous ferez un virement, ou soit vous demandez le prélèvement automatique, et là, à ce moment-là, votre délai sera prélevé automatiquement tous les mois. Donc là, c'est la rubrique « Mes délais de paiement ». Une autre rubrique importante, c'est la rubrique « Mon compte » avec vos informations personnelles. Là, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous connectez les premières fois, c'est vraiment de vérifier que toutes vos coordonnées correspondent bien à votre situation. Donc, votre SIRET, votre numéro de compte, si vous avez l'ACRE, c'est positionné. Si vous avez demandé le versement libératoire, c'est positionné aussi. Donc, si vous avez quelque chose qui vous chiffonne ou si vous n'êtes pas d'accord avec les informations qui sont positionnées, contactez-nous également. Vous avez aussi la rubrique « Mes moyens de paiement ». Donc, soit vous pouvez enregistrer vos coordonnées bancaires lors de votre première déclaration, ou alors, vous pouvez, si vous voulez, vous dites, moi, je veux faire du télépaiement, je ne veux pas payer par carte bancaire et je veux que le paiement soit extrait à échéance. Vous allez dans la rubrique Mon compte, mes moyens de paiement et vous enregistrez votre mandat. Comme je vous l'ai dit ultérieurement, vous pouvez enregistrer plusieurs mandats et vous pouvez aussi en choisir un en favori. Donc évidemment, celui qui est en favori remontera le premier et sera positionné en grand. Et là, vous pouvez valider le mandat et aussi le révoquer si vous changez de compte bancaire. Donc là, vous cliquez sur le mandat, vous révoquez le mandat et vous ajoutez un nouveau mandat. Et vous avez une autre rubrique qui s'appelle « Gestion des paramètres » où là, vous pouvez changer votre adresse mail si vous le souhaitez. Et aussi votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi réinitialiser un mot de passe si vous en avez envie. Mais c'est surtout si vous avez changé d'adresse courriel, si vous avez entre-temps créé une adresse courriel pro, mettez-la à jour et mettez votre adresse courriel pro, puisque de toute façon, si on a besoin de vous contacter, envoyer des messages, on enverra les messages sur l'adresse courriel qui est positionnée sur la rubrique « Mes paramètres ». Donc là, on a parlé donc, des rubriques paiement, documents et information professionnelle, mon compte. Là, on va regarder un peu plus précisément la rubrique « Ma messagerie ». Donc là, ma messagerie, c'est vraiment l'échange entre vous et l'URSSAF. Vous pouvez créer un nouveau message, nous l'envoyer. Après, dès que vous aurez créé le message, il sera dans la rubrique message envoyé et vous aurez les réponses de l'URSSAF. Donc, vous pouvez aussi nous relancer, c'est-à-dire qu'au moins, comme vous avez une trace, vous pouvez nous envoyer un message à une date. Vous apercevez que vous n'avez toujours pas de réponse de l'URSSAF, vous pouvez nous relancer en disant « je vous ai envoyé un message à telle date, vous n'avez toujours pas répondu ». Et là, le gestionnaire vous répondra et vous recevrez donc une alerte que vous avez un message disponible sur votre bouquet de services et sur votre messagerie. Et là, vous vous connecterez, vous pouvez voir la réponse de l'URSSAF. Pour créer un message, c'est assez simple. Vous allez dans Nouveau message et là, on va vous demander de remplir plusieurs informations. Est-ce que ça concerne la gestion quotidienne de votre compte? Et après, si vous voulez demander un délai, si vous voulez changer de périodicité. Donc voilà. Après, vous choisissez vos items et après, vous mettez dans la rubrique message, vous créez votre message et après vous l'envoyez. Vous pouvez même nous mettre des pièces justificatives. Vous avez donc aussi une rubrique qui est aller plus loin, où là vous pouvez faire évoluer votre auto-entreprise. Alors c'est aussi vous souhaitez cesser votre activité ou vous voulez voir votre protection au quotidien. C'est surtout des liens qui sont derrière. C'est-à-dire que, par exemple, mes remboursements de santé, on va vous mettre un lien vers Amélie.
Pour vos indemnités journalières, pareil. Pour votre retraite, ce sera un lien vers la CARSAT. Et pour cesser votre activité, donc si vous êtes profession libérale, vous serez redirigé vers le site du www.cfe.ursaf.fr. Et si vous êtes artisan, ça sera la Chambre des métiers. Et si vous êtes commerçant, Chambre de commerce et de l'industrie. Donc là, c'est vraiment des liens qui sont importants. Et si vous voulez changer de statut, donc devenir travailleur indépendant, vous êtes redirigé et exactement pareil vers le site pour changer de statut. Donc là, on a vu le site internet, donc www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Et il y a aussi l'application mobile. Donc l'application mobile, elle est disponible donc sur Play Store pour les Android ou sur Apple Store pour les Apple, iOS. Vous pouvez vous connecter, que ce soit sur le site internet ou l'application, avec les mêmes identifiants. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur le site auto-entrepreneur, vous pouvez utiliser l'application mobile avec les mêmes identifiants. Et vice-versa, si vous êtes inscrit sur l'application mobile, vous pouvez, si vous avez un problème avec votre smartphone, vous pouvez aller sur le site internet, c'est les mêmes identifiants. Vous trouverez donc dans le diaporama une vidéo de présentation qui est disponible sur YouTube. Le diaporama vous sera envoyé ultérieurement quand on va vous envoyer le questionnaire, vous aurez le diaporama. Donc là, on ne va pas passer la vidéo, mais la vidéo sera disponible et elle est très bien faite, elle dure 2 minutes. Donc vraiment avec toutes les fonctionnalités justement de l'application. Donc si vous allez donc sur Play Store, admettons, vous téléchargez donc l'application donc qui est auto-entrepreneur URSAF, et après c'est exactement les mêmes rubriques. Vous avez la possibilité, et c'est important également, c'est de pouvoir vous connecter de manière biométrique, c'est-à-dire avec votre empreinte digitale. Ça fait gagner du temps. L'identifiant se fait, sinon l'identifiant se fait avec le numéro de sécurité sociale et le mot de passe. Et là, vous arrivez sur l'application où vous avez un petit tableau de bord. On vous dit la déclaration qui est en cours. Si vous avez des déclarations qui n'ont pas été effectuées, et si vous êtes à jour ou pas. Et vous pouvez aussi voir votre calendrier des échéances. Déclarer, payer, donc là c'est exactement pareil. Vous avez les déclarations que vous devez faire, soit en cours, soit régularisées. Évidemment, si vous n'avez pas de déclaration des échéances à régulariser, on vous dit que vous n'avez aucune échéance à régulariser. Et là, par exemple, vous avez février 2022, vous cliquez sur février 2022, vous faites votre déclaration, vous faites votre paiement, et à chaque fois, on vous dit que la déclaration a été faite, et le paiement a été fait. Vous pouvez télécharger les justificatifs, et vous pouvez après revenir à l'actuel. C'est les mêmes informations sur le site avec les mêmes taux. Donc là, il n'y a aucune iso-fonctionnalité, que ce soit sur l'application mobile ou sur le site internet. Vous avez aussi, vous pouvez accéder à vos déclarations, à vos attestations. On vous met aussi, pour les attestations, pour les déclarations, vous pouvez les télécharger, donc là, on vous les propose. Et pour les attestations, vous avez la date de fin de validité de l'attestation. Donc là, c'est important aussi, surtout pour les attestations de vigilance. Si un client vous la demande, là, vous pouvez voir qu'elle est valide jusqu'au mois de mai. Et vous pouvez aussi régénérer une attestation et vous pouvez évidemment télécharger le justificatif. L'application est vraiment très bien faite et très fonctionnelle, a été mise à jour récemment, donc là vraiment avec toutes les fonctionnalités. Évidemment, si vous avez tout en bas les accueils, déclarer, payer, les calendriers et le menu, et là le menu, vous allez pouvoir voir vos coordonnées
votre auto-entreprise. Alors, il faut effectivement regarder aussi sur votre application si les éléments qui vous sont présentés sont bien celles que vous attendez et qui vous concernent. Et évidemment, vous pouvez également contacter l'URSSAF par messagerie. Et là, c'est exactement pareil. Quand vous cliquez sur messagerie, là, vous avez vos derniers messages, ce que vous avez effectué, les messages que vous avez reçus. Et évidemment, vous cliquez sur le crayon. Et là, on va vous demander pourquoi vous voulez faire un message et si ça concerne la situation de mon compte. Alors évidemment, par rapport au site internet, c'est un peu plus succinct, puisque évidemment, c'est une application, mais c'est les mêmes fonctionnalités. Et vous avez le numéro de téléphone. Donc, avant de repasser la parole à Nabintou et de terminer le webinaire, Erika, est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait, Fabrice. Donc, une question par rapport à la déclaration. J'ai débuté mon activité d'auto-entrepreneur en février 2022. Quand dois-je déclarer? À qui et que doit contenir ma déclaration? Alors après, je n'ai pas de précision s'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, mais je pense que tu vas pouvoir apporter les réponses. Voilà. Donc, si on a débuté au mois de février, si on est trimestriel, donc le premier trimestre, janvier, février, mars, sera exigible avec le deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, donc au 31 juillet. Alors, quand on dit exigible au 31 juillet, c'est-à-dire que les déclarations seront extraites le 31 juillet, mais la déclaration, donc du premier trimestre, sera accessible dès le 1er avril. Si vous êtes mensuel, bon, février, mars, avril sera à faire avec celle du mois de mai, donc au 30 juin, mais la déclaration sera aussi disponible dès le 1er avril. Non, février est accessible dès le 1er mars, et mars sera accessible dès le 1er avril. Alors, ça, c'est important pour ceux qui ont besoin des déclarations, des justificatifs pour le verser au Pôle emploi. Si là, vous vous connectez et vous n'avez pas la déclaration de février disponible sur le site, contactez-nous. C'est qu'il doit y avoir un problème de remontée d'informations. Mais là, il faut vraiment nous contacter puisque celle de février doit être disponible actuellement et celle de mars sera disponible à compter du 1er avril. Une autre question? Alors, je vérifie vite fait, mais je n'avais pas beaucoup de questions sur les services en ligne. Je vais voir si j'en ai pas une toute nouvelle qui vient d'être déposée. Non, pas d'autres questions, Fabrice. Très peu de questions sur les services en ligne. C'est parfait. Donc, je repasse la parole à Nabintou. Alors, pour les contacts des auto-entrepreneurs, vous avez les différents numéros qui sont détaillés. Donc, pour tout ce qui va concerner vos cotisations, ça va être le numéro 3698. Et tout ce qui concerne les prestations, donc vous avez le numéro de la CARSAT, l'assurance retraite, le 3960. Et tout ce qui concerne la santé, c'est l'assurance maladie au 3646. En cas de problème sur l'application ou sur le site internet, sur votre espace en ligne, n'hésitez pas à faire un mail à assistance.normandie@ursaf.fr. Concernant les lieux de rencontre, donc le siège social de l'URSSAF est basé à Rouen et donc l'adresse de correspondance unique, vous l'avez ici, donc URSSAF Normandie, et l'adresse est bien à Dijon. Également, on vous met les coordonnées du médiateur Normandie si jamais vous avez des problèmes sur votre dossier ou si jamais vous avez des problèmes de communication entre organismes, par exemple, hein, vous avez un problème d'indemnité journalière, mais que le calcul se fait par rapport à ce que l'URSSAF a fourni. Vous avez donc les coordonnées du médiateur et vous avez sur le plan les différents points d'accueil sur lesquels on peut vous rencontrer. Donc, bien vérifier sur le site internet parce qu'en fonction de la situation, on va avoir de l'accueil sur rendez-vous, de l'accueil tout venant, mais on va proposer aussi le rendez-vous visio et le rendez-vous téléphonique. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site URSSAF dans la rubrique « Contactez votre URSSAF ». Et en dernier lieu, on vous présente les liens utiles, puisqu'en fait, vous allez avoir énormément de questions en début d'activité. Donc, on vous met quelques liens utiles. Donc, c'est surtout des liens sur lesquels vous pouvez vous fier, puisque sur Internet, il existe beaucoup
de sites où il y a beaucoup d'informations sur l'auto-entreprise. Donc, il y a des informations qui sont vraies, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc, on vous a mis quelques liens utiles ici qui vont vous permettre de savoir, en tout cas, obtenir les informations au plus sûr. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, je vous remercie vivement d'avoir participé au webinaire. Je remercie aussi l'équipe de production et les experts tout à l'heure que je n'ai pas présentés. Vous aviez 2 experts avec vous qui ont répondu à toutes vos questions au fur et à mesure, soit en public, soit en privé. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour. Vous avez un questionnaire de satisfaction qui vous est proposé dans la zone de chat. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire et aussi à nous donner votre adresse mail si vous voulez que le support vous soit envoyé. Et n'oubliez pas, vous aurez toujours accès au replay sur le site de l'URSSAF. Donc, vous allez sur le site ursaf.fr, vous allez dans la région Normandie et vous cliquez sur événements virtuels ou alors vous pouvez tout simplement retourner dans le lien d'invitation et cliquer sur le lien du webinaire. Voilà, je vous remercie encore d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne soirée.